Fait que sans plus tarder, allons avec mon ami Heinz. Est-ce que le dépôt de garantie, c'est légal ou non? Mais juste avant, j'aimerais savoir, Heinz, tu fais quoi dans la vie? Tu viens de où exactement? Parle-moi un petit peu de toi. Ben, ça fait déjà plus de 15 ans que je travaille comme directeur des affaires publiques pour la Corpic. Auparavant, j'ai défendu les intérêts de l'industrie de la restauration pendant 9 ans. Et mes études, ben, j'ai fait un bac en communication et journalisme. Donc, je voulais défendre des causes. Je rédigeais bien. J'étais à l'aise aussi devant les médias, donc dans les médias. Donc, c'était pour moi très intéressant de pouvoir faire du journalisme. Mais dans les années 90, il n'embauchait pas beaucoup. C'était la récession. Et donc, j'ai choisi les relations publiques. Ah, OK, excellent. Et as-tu une passion dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes faire? Ben, À part le travail, là. oui, ben, j'aimais courir, puis pas, je sais que c'est une mode maintenant, mais dans les années 80, depuis les années 80, 90, je courais beaucoup. Mais avec un petit enfant de 2 ans, on court tellement que j'ai plus le temps d'aller courir. Excellent. On va commencer tout de suite avec le dépôt de garantie. Le TAL, qui est le tribunal administratif du logement maintenant, a tranché en faveur de la Corpic dans un dossier qui a certainement causé beaucoup de maux de tête aux propriétaires dans les dernières années. Le dépôt de garantie peut maintenant être une disposition commune. Est-ce qu'on peut l'utiliser dans les baux? Et comment ça fonctionne exactement? Peux-tu nous expliquer comment tu fonctionnes et nous parler un peu du dossier qui est en cours? Oui, c'est une grande victoire pour la Corpic. Il y a 1 an maintenant, la Corpic défendait une entreprise, Immeuble à côté, une de ses membres, devant le tribunal administratif du logement, dans le but de faire reconnaître un dépôt de garantie. Ce qui se passait, c'était que la locataire avait versé non pas 1, mais 2 mois de dépôt au moment de la signature du bail, et elle voulait récupérer cet argent-là, ou en fait créditer cet argent-là, puisqu'elle n'avait pas payé son loyer pendant 2 mois. Sauf que ce qui était défendu par notre membre et par la Corpic, c'était que le dépôt avait été donné de façon volontaire et qu'il n'allait être restitué qu'au moment du départ de la locataire, donc à la fin du bail, pas en cours de bail. Mais il y a des critères pour ça. Et nous, on s'est toujours fait dire que non, le dépôt de garantie en soi est illégal. Ce n'était pas du tout notre avis. Nous, on a toujours prétendu que ce n'est pas le dépôt lui-même qui est illégal, mais bien sûr de l'exiger. Et ça, la loi est claire là-dessus. Donc, les gens doivent bien comprendre. Il y a une distinction à faire entre exiger un dépôt et l'obtenir par la volonté même, donc volontairement du candidat locataire. Donc, ce qu'on a fait, ce n'est pas le hasard si cette cause-là a été amenée devant le tribunal, c'est qu'on avait fourni à ce propriétaire, immeuble à côté, un formulaire conçu par la Corpic comprenant des options de sûreté. Donc, un propriétaire qui veut louer un logement à quelqu'un peut lui exiger une sûreté. Une sûreté, c'est un terme général, donc c'est une protection supplémentaire. On sait que certains ont des dossiers de crédit plus faibles ou des revenus instables ou un emploi récent ou différentes situations, même un revenu insaisissable. Alors nous, ce qu'on a dit, c'est que, regardez, on n'exige rien, mais le formulaire propose des options de sûreté. Donc, c'est au candidat locataire de choisir parmi 3 options, que ce soit d'avoir un colocataire, solvable bien sûr, mais beaucoup ne veulent pas de colocataire, veulent vivre seuls. Alors, deuxième option, de trouver une caution, donc une personne qui va cautionner le bail. Ça peut être un parent, un ami, mais là encore, certains qui ont des dossiers financiers, disons, un peu plus faibles, vont peut-être pas trouver quelqu'un pour les cautionner. Ils ne veulent pas impliquer un membre de leur famille pour les cautionner. Alors, très bien, il y a une troisième option, c'est de verser un dépôt de garantie qui sera remis à la fin du bail si le loyer a été payé, si le logement est laissé en bon état. Alors, c'est ce qu'a fait cette locataire en question, cette candidate. Elle a plutôt choisi de verser un dépôt de garantie. Elle avait une caution, mais c'était sa mère qui vivait en France. Donc, malheureusement, On ne peut pas rien faire. on ne peut pas rien faire avec ça. Ouais. Donc, elle n'avait pas de dossier de crédit. Vu qu'elle était immigrante, ce n'était pas possible de le trouver ici. Bref, ça a été son option. Maintenant, elle a prétendu que c'était illégal. Mais le tribunal, avec la jurisprudence qu'on a amenée, avec l'interprétation de la loi qu'on a fait valoir par notre avocat, on a été en mesure de convaincre le tribunal que ça pouvait être légal dans les circonstances.
Et fait très intéressant, bien sûr, là, dans les médias, tout le monde a repris ça. Certains ont dit non, c'est illégal. Le tribunal administratif du logement a précisé qu'il était illégal d'exiger un dépôt, mais par le fait même confirmait ce qu'on disait. Oui. Oui, il est illégal de l'exiger, mais il n'est pas illégal qu'un candidat propose un dépôt pour obtenir un logement. Dans ce cas-ci, c'était donc une locataire qui avait un faible dossier ou qui avait des références manquantes. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que si vous avez une difficulté, bien, vous pouvez surmonter cet obstacle-là en proposant au propriétaire de lui verser un dépôt. Et la ministre de l'Habitation, plus tard durant l'été dernier, a confirmé qu'effectivement, dans les circonstances, les critères étaient respectés, la loi était respectée, donc c'était légal. Est-ce qu'il y a eu d'autres cas durant l'année 2020 qui a eu la même chose s'est passée? Aucune contestation. Il y a eu un cas où un propriétaire avait en main un dépôt que le locataire cherchait à récupérer. Il a invoqué la décision en question, il a perdu, mais ça s'explique très bien. C'est qu'au moment d'obtenir ce dépôt-là, d'abord, il a obtenu un dépôt, c'était même avant le jugement. Donc, il n'a pas utilisé le formulaire de la Corpic. Ah, OK, OK. Et bon, c'était la preuve d'un contre l'autre. C'est le locataire qui dit non, je n'ai pas voulu verser de dépôt, il m'a forcé à le verser. Alors ça, ce n'est pas défendable dans ces circonstances-là. Mais si, bien sûr, ce propriétaire avait utilisé le formulaire de la Corpic, il aurait eu son dépôt reconnu, si on veut. Bien sûr, il y a certains critères particuliers, mais je vous rappelle certains avantages aussi. C'est que la loi ne spécifie pas le montant du dépôt. Dans ce cas-ci, c'était 1 mois, mais ça aurait pu être 3 mois, ça peut être 1 mois aussi. Donc, il y a une marge de manœuvre. Bien sûr que le tribunal pourra encadrer, j'imagine, au fil du temps en disant bien, ça, c'est abusif ou ça, c'est raisonnable. Mais somme toute, des gens qui ont des très mauvais dossiers devraient verser des très très gros montants en dépôt. Et tout ça est légal. J'ai eu un cas, moi, volontaire, que la personne m'a donné dans un de mes immeubles 6 mois de loyer. Ben, il y a des gens qui veulent absolument un logement. Bien sûr, Ghislain, ça ouvre des portes, hein, plus facile, surtout ceux qui ont des dossiers pour non-paiement au tribunal. Ouais. Alors, ça ouvre des portes. Maintenant, le problème, c'est qu'une fois que une fois que le locataire est entré dans le logement, s'il demande au tribunal de récupérer son dépôt et que le propriétaire n'est pas en mesure de prouver que le locataire avait fait un choix purement volontaire, ben, le dépôt devra être remis. Bon, souvent, les gens s'entendent. Mais il y en a aussi qui veulent l'argent pour payer une dette ou aller en voyage. Et une fois qu'ils ont le logement, vous ne pourrez pas le sortir. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut utiliser le formulaire de la Corpic, sans quoi, et ce formulaire-là a été validé donc par le tribunal, sans quoi ça peut être très risqué. C'est un peu difficile. Et mettons, tu avais des recommandations à faire pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Ça serait quoi le nombre de mois, tu dirais, de garantie à aller chercher? Qu'est-ce que tu crois qui est raisonnable et qu'on ne sera pas, le tribunal ne retournera pas ça contre nous autres? Écoutez, moi, pour avoir parlé même à d'ex-juges à la régie, on a même déjà vu un 8 mois. Ça m'apparaît beaucoup. Moi, je vous dirais, pour le moment, on n'est pas en mesure de déterminer combien, puisque le tribunal n'a pas statué là-dessus. Mais pourquoi pas 8 mois? Pourquoi pas même 1 an pour des gens qui ont des très, très mauvais dossiers financiers? Donc, c'est un risque énorme. Mais moi, je vous dirais qu'à partir du moment où vous couvrez la période pour obtenir la résiliation du bail, vous êtes déjà relativement en sécurité. C'est-à-dire que si vous devez expulser quelqu'un pour non-paiement de loyer et que ça vous prend un processus de 3 mois, ben avec 3 mois de dépôt, vous allez être confortable. Par contre, il faut aussi louer les logements. Donc, certains pourraient dire, ben, si c'est 3 mois, je vais aller ailleurs. Donc, est-ce que 500 va suffire? Bien, 500 je peux vous dire que quelqu'un, pour 500 il va ramasser tout ce qui traîne dans son logement avant de quitter parce que c'est quand même un montant substantiel. Donc, je pense qu'il faut y aller selon l'offre et la demande dans la mesure où on veut absolument louer notre logement. On ne veut pas faire fuir des candidats, mais aussi se prémunir si des candidats ont un mauvais dossier. Donc, aux propriétaires de voir. Mais écoutez, on peut perdre notre emploi du jour au lendemain. On l'a vu l'an dernier avec la pandémie. Alors, même des gens qui ont des bons emplois ou des bons dossiers de crédit, la situation peut changer vite. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre le dépôt de garantie à la fin du bail et le dépôt qu'on fait au début du premier mois?
Oui, c'est un bon point, ça, Ghislain. La loi a toujours, et ça, elle est très explicite, permis aux propriétaires d'exiger le plein paiement du premier terme de loyer à la signature du bail. Donc, si on signe un bail aujourd'hui, en mars, on peut exiger tout de suite que le premier mois, si le locataire entre le 1er juillet, le premier mois soit payé. Le problème, c'est quand vous allez arriver au 1er juillet, vous ne pourrez pas demander le mois d'août, là. Le juillet est déjà payé. Donc, il se peut très bien que le locataire ne paie pas le mois d'août et septembre, et là, vous vous retrouvez devant le tribunal. Alors, donc, c'est une bonne chose si le locataire est en mesure, un coussin pour payer d'avance le premier mois, ou s'il n'en a pas. S'il n'en a pas, si aujourd'hui, il ne peut pas payer un mois d'avance, vous imaginez très bien ce qui va arriver s'il éprouve la moindre difficulté, ou s'il doit s'acheter une télévision ou il veut partir en voyage, ça se pourrait qu'il ne puisse pas payer le mois de loyer en cours. Donc, ça, c'est permis. Ce qui n'était pas permis pour certains, c'était de dire, bien, on va exiger un dépôt de garantie. En fait, c'est clair, exiger, c'est non. Mais d'avoir un montant autre, comme une garantie que le propriétaire va conserver, donc pas qu'il va appliquer au premier mois, mais qu'il va carrément conserver durant toute la durée du bail, qui peut être de 5 ans. Alors, si à la fin du bail, le locataire a bien sûr payé son loyer et remis le logement en bon état, le dépôt devrait être redonné, remis sans délai. Nous, ce qu'on suggère aux propriétaires, c'est que protégez-vous. Si vous retenez un loyer de façon indue, vous allez peut-être avoir même des dommages à payer, en plus de devoir retourner le montant. Donc, assurez-vous de faire un constat de l'état des lieux au moment d'entrée, de l'entrée du locataire et à la sortie pour constater s'il y a des dommages au-delà de l'usure normale. Vous pourrez déduire un montant du dépôt. À tout le moins, envoyer un avis au locataire quelques semaines avant son départ en disant si tu ne répares pas telle ou telle chose, tu comprends bien que ton dépôt, en tout ou en partie, sera retenu. Excellent. On a une question de Salim qui est rentrée. Est-ce qu'un bon dossier de crédit suffit ou c'est suggéré quand même de ne pas demander, mais qui nous suggère un dépôt de garantie? Ben là, il faut voir, vous ne pouvez pas lui demander de vous suggérer un dépôt. Okay? Donc, nous, le formulaire qu'on a, c'est vraiment 3 options. Vous avez le droit d'exiger une sûreté. Une sûreté, c'est comme un terme général, un chapeau. Okay. Quelle est la forme de la sûreté? Ben, si vous souhaitez un dépôt, vous ne pourrez pas l'exiger, mais offrez-le parmi les options. Les dossiers de crédit, bien, il y a différents types de situations financières. Il n'y a pas juste le dossier de crédit, il y a les habitudes de paiement aussi du loyer. Ça, vous ne retrouverez pas ça dans le dossier de crédit, mais peut-être que l'ancien propriétaire va dire oui, il payait une fois sur 2 en retard. Donc, ou des locataires qui ont des revenus insaisissables, ça peut être le cas aussi, ou des emplois précaires. Donc, le dossier n'est pas suffisant. Si tu le veux bien, Ghislain, je pourrais partager l'écran juste pour montrer un extrait de dossier qu'on peut avoir là, de crédit. En fait, le rapport de la Corpic, je le partage immédiatement. On regarde. Et voilà. Donc, quand on fait une enquête avec la Corpic, il y a plusieurs informations qui peuvent apparaître, notamment le pointage. C'est un pointage sur 1000 avec Proprio Enquête qu'on présente. Et on voit aussi le classement. Donc, il se classe, par exemple, au 57e rang avec un pointage de 668. Donc, ça vous situe par rapport aux autres candidats locataires où il est dans le marché. On voit un peu plus bas dans un tableau, on a aussi dans notre rapport d'enquête sur 3 ans, pour chacun des mois, pour chacun des comptes, on a l'information pour savoir s'il a payé en retard ou non. Comme on voit ici dans ce cas, bien sûr anonyme, on voit qu'en 2018, il y a eu 2 cas de retard de paiement pour une carte Desjardins et pour TELUS Mobilité. En 2020, il y a eu un cas en janvier. Donc, somme toute, ça reste un bon dossier avec quelques retards. Alors, comme on peut le voir, là, ce sont des informations très précises, mais on ne peut pas baser uniquement notre décision sur le crédit parce que vous pouvez avoir un très bon crédit, mais s'il n'y a pas de marge de manœuvre financière, s'il y a un emploi à faible revenu ou instable, ça présente un risque, d'où l'intérêt d'avoir des options. Le dépôt, mettons qu'on arrive, la personne, elle avertit au début mars, comme quoi qu'elle quitte le 1er juillet. Elle a donné 3 mois de dépôt de garantie, puis elle dit prenez ces 3 mois de dépôt de garantie-là pour les 3 derniers mois qui restent. Et
On voit ça quelquefois. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben oui, c'est que là, le locataire va se faire justice lui-même, puis finalement, votre coussin, il va le réduire à rien, votre coussin. Alors, il faut comprendre que dans la décision qui a été obtenue des meubles à côté l'an dernier, obtenue par la Corpic, il était bien clair que le dépôt était un montant récupérable pour la locataire à la fin du bail. Donc, si le locataire dit, ben, je ne te paye pas mai et juin parce que tu as déjà 2 mois de dépôt, ou je ne te paye pas juin, ça devient une situation de non-paiement de loyer. Donc, le locataire s'expose non seulement à une décision du tribunal, mais à devoir rembourser le montant. Alors, donc, c'est un risque parce que le locataire va avoir un dossier judiciaire, donc avec son nom comme étant un mauvais payeur. Donc, vous avez en tant que propriétaire un levier pour lui dire, le dépôt, c'est à la fin du bail que tu me le redonnes. Et si tu ne veux pas me payer, tu n'es pas en train de créditer ton dépôt. Tu es en situation de non-paiement, ce qui me donne le droit d'introduire une demande au tribunal. Que tu me payes ou non par la suite, tu vas avoir un dossier au tribunal de la Régie du logement. Et ça va t'affecter pour le reste de ta vie. Excuse-moi, dans 30 secondes. Excellent. Et parle-moi de l'état des lieux aussi, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde comprend bien c'est quoi l'état des lieux. Oui, l'état des lieux, d'ailleurs, la Corpic a un outil là, pour faire un constat de l'état des lieux. C'est vraiment de faire une visite, d'effectuer une visite avec le locataire pour voir d'abord l'état, que ce soit le plancher, les murs, les poignées de porte, est-ce que tout fonctionne, les équipements fonctionnent, qu'est-ce qu'il y a comme luminaire. Parce qu'au fil des années, on oublie qu'est-ce qu'il y avait dans ce logement-là, dans quel état c'était, et finalement, tout va bien au départ, mais à la fin, au moment de quitter, le locataire il dit, mais non, il n'y a jamais eu de lampe ici. Ou non, ça, c'était déjà brisé au moment où tu m'as livré le logement. Donc, le constat de l'état des lieux va permettre aux deux parties de s'entendre pour constater là, dans quel état sont les lieux et éventuellement, advenant un litige, c'est beaucoup plus facile pour le propriétaire de faire valoir au tribunal ce qui est manquant ou ce qui a été brisé au-delà de l'usure normale, parce que vous ne ferez pas accorder une déduction du dépôt pour l'usure du plancher, par exemple. L'usure du plancher. Donc, qu'est-ce que je comprends? C'est que tu prends des photos à l'entrée de la personne, tu fais imprimer tes photos, tu lui fais signer dessus? Voilà. Donc, oui, puis constater que tel élément fonctionne bien. Vous pouvez vous retrouver avec un comptoir qui a des brûlures de cigarettes, par exemple, ou de tapis, un mois de tapis maintenant, mais le locataire dit non, c'était déjà là au moment où j'en ai pris possession. Je comprends que c'est peut-être juste une brûlure, mais comprenez, pour le nouveau locataire, d'avoir ça dans le visage, est-ce que vous allez changer votre comptoir? Vous avez des inconvénients qui sont majeurs, qui peuvent se traduire en coûts importants. Donc, à faire et à lier à l'utilisation du dépôt de garantie. Il y a beaucoup de gens qui sont en ligne présentement. Si vous avez des questions par rapport à la sûreté, au dépôt de garantie, allez-y. En attendant, il y a tout un petit délai entre quand vous me posez une question et que je réussis à la poser. En attendant, qu'est-ce que je fais? Je veux que tu me parles un peu du nouveau bail électronique. C'est quoi les avantages et désavantages de ça? Est-ce que ça fonctionne bien avec les locataires? Parle-nous-en un petit peu. C'est une grande nouveauté qui a été lancée par la Corpic il y a 3 semaines. C'est la 3e semaine que c'est en service. Il faut savoir que depuis le nouveau formulaire de bail qui a été produit par la Régie du logement à l'époque, aujourd'hui le tribunal administratif du logement et Publication du Québec, est un formulaire papier. Et ça, c'est depuis 2015. Il n'y avait pas de version électronique, mais sous licence, il est possible d'exploiter un bail. Et la Corpic a donc payé cette licence afin de pouvoir produire son propre bail. Il faut faire attention, là, c'est le même bail officiel que celui qu'on obtiendrait là, de façon papier. Alors, c'est un bail qui peut être rempli désormais à l'écran, donc avec différentes étapes. Et finalement, on va produire ce bail-là de façon informatisée, avec toutes les mentions légales qui sont comprises, quelque chose qui est beaucoup plus clair et facile d'usage, qui peut être archivé également très facilement. Alors, ce bail électronique, pour la Corpic, c'est fantastique parce qu'on le lie à 2 autres applications qu'on a mis en service au fil des années. Donc, la demande de location, il est maintenant possible à distance de remplir une demande de location.
et de la faire signer de façon électronique. Donc, le candidat locataire s'engage à louer le logement. Par la suite, avec les informations entrées, vous pouvez produire votre enquête avec Proprio Enquête. On a vu tantôt un extrait du rapport de Proprio Enquête sur le dossier de crédit. Et si l'enquête vous convient, bien, vous pouvez, encore une fois, procéder à la rédaction du bail à partir de ces informations-là, donc sans avoir à les retaper. Vous pouvez aussi faire signer à distance le bail. Donc, le locataire a vu le logement, il en est satisfait, mais vous ne le savez pas au moment de la visite. Alors, il dit, je vais vous rappeler. Le lendemain, il vous rappelle, je le prends, très bien, pas besoin de revenir. Ça peut se faire à distance. Et vous allez remplir le bail, vous allez l'envoyer. Ça va être signé par tous les locataires. Et ensuite, vous aurez votre signature finale à apposer. Alors, c'est vraiment tout est conforme avec le bail officiel. C'est un bail officiel avec chaque étape. Et on a aussi un avantage, c'est qu'on peut ajouter le règlement d'immeuble qu'on veut, donc avec des clauses qu'on peut prendre de celles qui sont proposées par la Corpic ou pas, ajouter ses propres clauses et vous allez avoir un beau règlement d'immeuble fait maison. Il va être à l'intérieur du bail. À l'intérieur du bail, en annexe, en fait. Okay. Et donc, tout ça est colligé selon vos besoins. Vous n'avez pas à prendre des documents papier, rayer des choses ou les retaper. C'est à vous d'adapter votre règlement au bail. Est-ce que un jour, vous avez l'intention d'adapter ça avec les compagnies de logiciels du Québec ou vous êtes de votre côté? Parce que présentement, avec le bail, est-ce que ça peut être importé dans ces compagnies de gestion-là, de logiciels? Bien, je vous dirais, on est ouvert à des partenariats. On a des partenaires d'ailleurs à la Corpic, je pense à OPEM, Magex. Oui, c'est des choses qui vont être possibles de faire. La Corpic n'attend pas les partenaires pour lancer des choses, mais oui, on est ouvert à des partenariats. Il pourrait y avoir ce type d'intégration. Maintenant, nous, on a intégré déjà le bail avec notre processus, autant de demandes de location que d'enquête de prélocation. Mais bien sûr, c'est une chose qui pourrait être faite, mais vous comprenez que là, on vient de le lancer. Alors là, on va le faire vivre un peu. On a déjà des milliers de gens là, qui ont utilisé ce bail électronique. Alors, il est appelé à évoluer aussi. On a plusieurs éléments qu'on va pouvoir ajouter pour bonifier l'expérience de nos membres. C'est un bail qui se vend selon le volume de baux qui sont achetés entre 2,79 $ jusqu'à 4,50 $, je crois, pour les membres de la Corpic. Donc, c'est quand même très abordable et fini les déplacements ou la paperasse. De perte de documents. Wow! Ça fait quoi, 10, 15, 20 ans que je suis membre à la Corpic et je vous regarde aller, puis vous êtes innovateur, c'est incroyable. À tous les 3, 4, 6 mois, vous avez une nouvelle patente qui est sortie de la Corpic, une nouvelle chose. Y en a-t-il qui s'en viennent à l'avance que tu peux nous révéler ou vous gardez ça secret? Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de nos concurrents qui aimeraient savoir ce qui s'en vient. Oui, on a toujours une longueur d'avance, c'est-à-dire qu'au moment où on livre un produit, on a déjà soit des développements de ce produit-là ou d'un autre produit qui sont en cours ou encore carrément quelque chose de nouveau là, qui se prépare. Donc, sans dévoiler, je dirais qu'on a une équipe maintenant depuis 2012, enfin une dizaine d'années, on a une équipe TI donc, qui se consacre exclusivement au développement des outils technologiques de la Corpic et ça paraît, on voit les résultats de ça. La Corpic a effectué un virage absolument spectaculaire en matière technologique qui le place vraiment là, au premier plan maintenant. Bien sûr, on a Kangaloo, qui est notre plateforme de location de logement, qui s'est hissé au numéro 1, là, disons, nez à nez avec Kijiji. Là. Je dirais, là, vraiment, on est quand même dans une situation enviable à Corpic grâce à nos produits. Mais parallèlement à ça, on a beaucoup de travail aussi du côté gouvernemental, juridique. Ouais, on a maintenant créé un fonds de défense des propriétaires qui permet de pouvoir donc livrer des batailles comme celle pour le dépôt de garantie devant les tribunaux. Donc, vraiment, là, je dirais que depuis une dizaine d'années, la Corpic a amorcé un virage qui est spectaculaire et on est très fiers là, de ce qui a été accompli. Et de la fidélité de nos membres, bien sûr. On a Rima qui nous pose une question. J'ai un locataire qui avait déposé 400 $ comme dépôt de garantie pour dégâts de son chien avec l'ancien propriétaire et me dit vouloir quitter cette année. Comment je vérifie les lieux si je n'étais pas là lorsqu'il est rentré il y a quelques années?
Ben, c'est sûr que ça va être difficile parce que s'il n'y a pas de constat de l'état des lieux. Par contre, on comprend que certains dommages pourraient relativement facilement être prouvés devant le tribunal si c'est dû à un animal, s'il y a des dégâts là, qui sont, je ne sais pas moi, des cadres de porte qui sont rongés par une laisse en métal ou des moustiquaires brisés, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais oui, il y a une difficulté. Les odeurs, c'est toujours évident quand on le constate sur place, mais devant un tribunal, c'est pas mal plus compliqué de prouver des odeurs. Donc, c'est pas facile, mais bon, ça fait plusieurs années. On comprend aussi qu'il y a une partie qui est usure normale. Ce qui est dommage un peu, c'est que le tribunal attribue souvent une dépréciation aux choses. Donc, on va dire, ben oui, il y a eu des dommages, mais comme c'était une vieille porte ou un vieux tapis, ben on va vous accorder rien ou presque rien. Alors, bon, c'est une difficulté, Rima. On comprend très bien que ça va être une difficulté si vous n'avez pas de constat d'état des lieux. Pour les gens qui sont à l'écoute présentement, envoyez-nous un pouce vers le haut à notre ami qui fait un super job. Merci beaucoup, Heinz. Très, très bien. Qu'est-ce que tu fais? On a d'autres questions qui rentrent présentement. Stat, pourquoi le TAL désavantage les proprios qui chauffent au mazout ou au gaz? Ouais, c'est pas qu'il y a le désavantage, c'est que le TAL, donc le tribunal administratif du logement, a l'obligation d'appliquer les critères de fixation de loyer qui lui sont fournis par le règlement du gouvernement du Québec. Donc, puisque le prix du mazout, le prix de l'électricité très légèrement et le prix du gaz ont diminué l'an dernier, le tribunal doit tenir compte de la baisse des prix lorsqu'il fixe un loyer. Donc, ils vont dire, ben, puisque vous avez payé moins cher votre mazout ou votre gaz naturel, le locataire aurait droit à une diminution de son loyer pour la portion du loyer qui comprend le chauffage. Ce que fait en fait la méthode de fixation des loyers, c'est qu'elle ne permet pas un ajustement des loyers selon la quantité consommée. Parce qu'il y a des années plus froides, il y a des années plus chaudes. Et là, on pourrait dire, ben, il a fait très froid, ça m'a coûté cher, je vais demander plus. Oui, mais si l'année prochaine, il fait plus chaud, est-ce que tu vas diminuer le loyer du locataire pour la portion qui correspond à l'énergie? La réponse est probablement non. C'est la raison pour laquelle la méthode se base sur la variation des prix. Les prix ont baissé, mais là, vous allez voir, si les prix ont autant baissé l'an dernier, vous allez les voir remonter très certainement cette année, ces mêmes prix. Donc, ça vous donnera de façon corollaire à ce qui s'est passé l'an dernier, une augmentation de loyer là, pour la portion des prix. Par contre, il n'y aura pas beaucoup de fixation cette année. Non seulement les prix de l'énergie ont baissé, mais aussi les taxes municipales sont gelées, les taxes scolaires ont baissé. Alors, finalement, à moins d'avoir des primes d'assurance beaucoup plus élevées, je ne vois pas vraiment comment des propriétaires auront un gros gain là, cette année devant le tribunal s'ils veulent faire fixer un loyer. Excellent. On a Chantal qui est une locataire qui nous dit, mon propriétaire, j'avais loué un logement avec déneigement. Je suis malade et je ne suis plus capable de déneiger. Et là, mon propriétaire enlève le déneigement fourni. Est-ce qu'il a le droit d'enlever le déneigement? Ben, le droit, toute modification de bail peut être proposée au locataire si elle respecte la loi. Donc, le propriétaire peut ajouter ou enlever des clauses au bail ou au règlement d'immeuble. Il peut le faire dans la période prévue, donc de 3 à 6 mois avant la fin du bail, pour un bail de 12 mois. Donc, on est dans cette période-là présentement, si c'est un bail qui se termine le 30 juin. Mais en contrepartie, le locataire peut refuser la modification du bail. Donc, si on retire un avantage, ou quelque chose qui est inclus. Et si à ce moment-là, le propriétaire il tient vraiment à cette modification-là, il devra faire fixer le loyer. Ça s'appelle fixer le loyer, mais c'est la fixation du loyer et des autres conditions du bail. Et là, le tribunal aura à trancher si oui ou non, dans les circonstances, c'est justifié. Je pense que c'est tout à fait justifié. Hein? On ne peut plus le faire, on ne peut plus le faire. Mais possiblement aussi que le tribunal offrira en contrepartie une légère diminution du loyer en disant, si c'est à vous, c'est au locataire de le faire, il mérite un certain montant de moins sur son loyer pour cette nouvelle charge qui lui est imposée. On a une question de Noël qui demande combien ça coûte pour être membre de la Corpic. Parle-nous donc un peu des services que vous offrez et les avantages. Puis souvent, ça revient à 0$ pour embarquer avec vous. En tout cas, moi, ça ne me coûte rien, là, à cause des rabais que j'ai partout là, qui sont disponibles pour tout le monde. Oui, et Ghislain, c'est bien de le dire parce que tu ne reçois pas de privilèges de la Corpic parce qu'on fait les entrevues. Pas de privilèges, mais
des avantages, effectivement. Bon, d'abord, c'est environ, avec les taxes, environ 200 $ par année pour un tout petit immeuble. Sauf que, bien sûr, d'abord, c'est déductible d'impôt. Hein, c'est une dépense pour gagner un revenu. Ça fait partie de vos dépenses d'exploitation de l'immeuble, de gestion. Pourquoi ça donne souvent zéro? C'est que les gens obtiennent des rabais chez nos partenaires. Donc, on a, par exemple, chez Rona, entre 3 et 15 %. Même chose chez Renault Dépôt. Donc, entre 3 et 15 % selon ce que vous achetez. On a des rabais avec un partenariat avec Vidéotron également, forfait mobile, Internet. Chez Bétonnel, donc la peinture est à 35 % de rabais. On a pas des assureurs, mais des courtiers d'assurance également. Donc, si vous êtes insatisfait de vos primes d'assurance, vous pouvez valider avec nous. On a des partenaires EGR et Prima Assurance qui peuvent vous faire une proposition. On a des rabais pour la location de véhicules, de camions, par exemple, chez Discount, Matelas Bonheur, 10 %. Donc, les outils Simplex, on veut louer des outils, c'est 20 % pour les membres de la Corpic. Donc, au bout d'une année, il est très possible, en tenant même compte de la déduction fiscale pour la dépense d'adhésion, que ça coûte tout simplement rien être membre de la Corpic. Tu vois, j'ai fait 30 000 de réno dans un logement cette année. C'est que 3 à 15 % chez Rona, mon abonnement est tout payé. Oui, puis avec les prix qui ont monté, surtout pour les matériaux, là, oui, ça vaut la peine. Juste une chose que je dois mentionner aussi pour les membres, c'est important de le dire. Tu dis avoir fait 30 000, c'est énorme. Vous savez, les critères de fixation de loyer accordent à peu près rien maintenant pour les travaux. Et la Corpic, grâce à l'adhésion des membres, donc c'est une forme aussi de retour vers les membres, vers les propriétaires sur leur investissement, bien, vous contribuez au fonds de défense des propriétaires. Et ce fonds-là va nous servir cette année à probablement introduire une demande devant le tribunal pour forcer le gouvernement à modifier les critères de fixation de loyer. Oui. Non pas que le gouvernement n'est pas d'accord avec nous. Le problème, c'est qu'il faut faire ce constat-là, et on veut le faire devant le tribunal, à l'effet que les critères sont insuffisants pour maintenir en bon état le parc de logement. Donc, chose importante. Donc, bref, plusieurs avantages économiques d'être membre, mais la solidarité en est aussi une très, très importante, un avantage important. Il nous reste 2-3 petites questions en rafale. Je sais qu'il faut que tu nous quittes dans pas longtemps. Rima, qui n'est pas une question, mais je suis membre de la Corpic et c'est un service que j'utilise souvent. Bravo à la Corpic. Stat, est-ce que vous conseillez d'aller au TAL cette année pour fixation de loyer ou pas? Il faut absolument faire la grille de calcul. Vous allez voir le résultat. Tout dépend de votre situation. Chaque immeuble est différent. Mais je vous dirais qu'en moyenne, ça ne sera pas intéressant du fait que les taxes, les travaux majeurs, les coûts d'énergie, c'est nul ou même négatif. Donc, faites bien le calcul parce qu'on ne veut pas que le tribunal diminue votre loyer. On veut qu'il l'augmente si c'est justifié, bien sûr. Parfait. Et la dernière question, Amine qui nous demande, le bail électronique est entre 4 et 49 et 6 et 49. Ce prix inclut l'enquête de crédit. Je pense que ce n'est pas les bons prix qu'il a donné là. Non, 4 et 49, c'était pour une durée limitée de lancement pour les non-membres. Pour les membres, ça va demeurer 4 et 49 l'unité, mais c'est moins cher si vous en achetez beaucoup d'avance, plusieurs baux d'avance, premièrement. L'enquête, elle est, je pense, 12 et 50, je crois, pour le volet dossier de crédit seulement. On parle juste pour les membres de la Corpic ici. On ne permet pas d'enquête, en tout cas pas pour le moment, à des non-membres. Donc, c'est très, très abordable. Franchement, là, c'est pas là que vous devez économiser sur l'enquête de prélocation. Pour une cinquantaine de dollars, là, vous allez avoir même les dossiers judiciaires s'il y en a. On fait des vérifications d'emploi. On fait des vérifications également auprès des anciens propriétaires. Vous savez aussi que vous avez le droit d'obtenir le numéro d'assurance sociale, le salaire. Ce sont des informations que le tribunal a reconnues nécessaires pour la signature pour une enquête de prélocation. Alors, c'est vraiment le dernier endroit où vous devez économiser, c'est sur l'enquête, parce qu'une fois que le locataire est entré, ça peut vous coûter très cher le sortir ou même réparer les dommages qu'il va faire. Donc, pas d'hésitation. On peut prendre quelques autres questions s'il y en a aussi. Oui, quelques minutes. On a une question de BCN qui dit « Que peut-on faire lorsque le bail de location est initialement signé pour 24 mois et rendu à 12 mois
le locataire demande au locataire, bouge pas, ça l'a bouvé, au locataire de mettre fin au bail à cause que le type de location ne lui convient plus. Le locataire veut quitter avant la fin, Non, mais le propriétaire veut ah remettre non, ça aux 12 mois au lieu de 24 mois. il faut trouver un moyen d'entente là, pour pouvoir résilier le bail d'un commun accord à l'amiable parce que c'est un droit, là, un contrat. On ne peut pas briser un contrat. Le locataire ne peut pas, le propriétaire ne peut pas, à moins que les parties s'entendent. Bon, il existe des cas où on peut mettre fin à un bail. Du côté propriétaire, c'est quand même assez rare. Bien sûr, pour une reprise de possession, mais il faut que ce soit pour les vrais motifs. Idem pour une éviction pour agrandissement ou subdivision. Quoique, il y a certains arrondissements maintenant qui l'interdisent à Montréal et on va se battre probablement devant les tribunaux à ce sujet-là. Il existe aussi une possibilité pour un propriétaire de mettre fin à un bail si le locataire a sous-loué pendant plus de 12 mois. Et ça n'a pas nécessairement à être 12 mois consécutifs. Mais autrement, il n'y a pas vraiment d'option pour un propriétaire. Donc, mieux vaut s'entendre, quitte à offrir un montant d'argent si c'est vraiment nécessaire pour que le locataire accepte de résilier le bail. Mais on ne peut pas mettre fin unilatéralement à un bail. Ça existe dans d'autres provinces, mais ici, ce n'est pas possible. Et dernière question, qu'est-ce que tu vois comme boule de cristal 2021, taux d'inoccupation des logements au Québec? Oui, en fait, ça prendrait, c'est comme deux boules, une boule pour Montréal puis une boule pour les autres régions que Montréal. C'est très difficile à Montréal, hein. Là, on voit que quand les gens sont obligés d'être à Montréal, on voit vraiment ce que ça impacte positivement donc pour la demande. Alors, des gens qui doivent être à Montréal, soit pour les études, soit parce qu'ils ont un travail, ils ne veulent pas voyager, traverser les ponts ou le transport en commun de la rive sud ou de la rive nord à Montréal. Donc, la demande est très forte. Mais en période de pandémie, là, on voit l'impact sur l'économie, l'impact sanitaire aussi, les gens qui veulent rester en région. Donc, Montréal, c'est pas déserté, bien sûr, mais on voit que beaucoup de gens vivaient à Montréal par obligation. S'ils ont le choix, ils vont vivre ailleurs. Donc, la boule de cristal, je pense que les choses s'éclaircissent. C'est que Montréal, ça va prendre un certain temps avant que la demande reprenne. D'abord, les immigrants ne sont plus au rendez-vous, les étudiants non plus, y compris les étudiants étrangers. Beaucoup d'emplois de perdus, donc une demande moins forte. Je pense que ça va être difficile pour Montréal. Par contre, dans les régions, la demande demeure forte et les taux d'inoccupation très faibles. Donc, ceux qui ont des logements à louer, quand je dis en région, ça peut être aussi proche que la Rive-Sud, Longueuil ou Laval. Je ne dirais pas qu'il y a pénurie de logements, mais presque. Là, on est vraiment avec un taux de rotation des locataires très faible parce que les locataires savent que s'ils ne renouvellent pas le bail, ils auront de la difficulté à trouver un autre logement. Donc, je pense qu'il y a de ce côté-là une certaine quiétude à avoir pour les propriétaires. Du côté de Montréal, on a commencé à avoir des loyers gratuits. Ce n'est pas un bon signe, mais on va devoir être patient là, pour que l'économie reprenne. Là, je pense que le travail à distance aussi, beaucoup y ont pris goût. Alors, on verra dans quelle proportion les travailleurs reviendront sur place dans les bureaux et dans quelle proportion ils continueront à travailler chez eux. Donc, je vois très bien, par exemple, des logements un peu plus grands avec un espace de bureau être très prisés. Donc, voilà. Mais écoutez, je pense aussi qu'il faut regarder, là, les prix de la propriété ont carrément explosé, surtout hors de Montréal. Ça va freiner beaucoup de locataires qui pensaient devenir propriétaires prochainement. Donc, la demande de location va être élevée. Mais moi, je dirais là, la pierre angulaire, c'est l'immigration. Si l'immigration reprend, les choses vont bien aller. Si ça tarde, ça va affecter beaucoup la demande et la location là, compte beaucoup, beaucoup sur l'immigration, surtout dans la grande région de Montréal. Excellent. Un gros merci pour l'entrevue, Heinz. Ça a été super intéressant. Et j'espère les gens qui sont à l'écoute, vous avez aimé aussi l'entrevue. Fait que je sais que tu dois nous écouter. Fait que merci beaucoup encore. Et pour les gens qui sont à l'écoute, on ne manque pas. Prochaine entrevue, mardi prochain, 8 heures, avec un autre invité. Merci beaucoup à tous. Merci, Merci. Ghislain. À bientôt. Bye bye.